Bienvenue à tous. Mon nom est Chantal Coulombe. Je suis présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Et bien sûr, il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de discuter de gouvernance et d'innovation. Il s'agit de notre deuxième grand dossier du projet La gouvernance en 15 épisodes. Je vous rappelle que ce projet va vous offrir au cours des 15 prochains mois environ 15 dossiers inédits développés par des professeurs universitaires, formateurs au collège. Chaque dossier proposera un article de fond et sera bonifié par des contenus complémentaires où l'expérience concrète sur le terrain viendra compléter les propos mis de l'avant par le ou les professeurs. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à l'innovation et à la posture que les conseils d'administration se doivent d'adopter face à cette innovation. Bien sûr, c'est un sujet qui habite toutes nos organisations de façon différente, selon évidemment le stade de l'organisation, sa grandeur, son développement, mais c'est important, c'est au cœur et probablement encore plus aujourd'hui que le 13 mars dernier. Comme administrateur et administratrice, comment doit-on s'y prendre pour s'en préoccuper de cette innovation suffisamment et correctement? Alors, voici un échange. Nous vous proposons un échange entre Yann Simon et Kim Lachapelle qui aborderont la question ensemble. Donc, il me fera plaisir de vous les présenter. Merci à vous deux. Leur caméra est allumée, alors vous les voyez. De vous présenter chacun de nos super invités aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par Kim. Donc, Kim est vice-présidente stratégie, risque et performance à l'Autorité des marchés financiers, où elle a aussi sous sa responsabilité la direction principale de la valorisation des données des fintech et de l'innovation. Depuis 2021, Kim assume par intérim, en plus de ses responsabilités actuelles, le poste de surintendante de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution. Alors, je dois vous dire qu'on est vraiment privilégié de la compter parmi nous aujourd'hui parce que je n'ose pas imaginer l'agenda de Kim. Kim est avocate, elle est bien sûr ASC. Elle a terminé une maîtrise en administration des affaires à l'École des hautes études commerciales de Montréal en 1999 et elle est également fellow de l'Institut des secrétaires et des administrateurs agréés du Canada. Kim siège sur différents conseils d'administration, dont la Corporation de l'Externat Mont-Jésus-Marie et du chapitre québécois de l'Institute of Charter Secretaries and Administrators. Bienvenue, Kim, et merci d'être avec nous. Je vous présente maintenant Yann Simon. Alors, Yann est vice-recteur adjoint aux affaires externes, internationales et à la santé à l'Université Laval, ainsi que professeur titulaire de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Et il est coordonnateur de notre module 2 à la certification universitaire. Alors, pour plusieurs, vous aurez reconnu Yann. Il a été titulaire de la chaire invitée Fulbright en innovation à l'Université de Washington-Seattle. Et ses recherches portent et ses interventions touchent notamment les modèles d'affaires, la stratégie et la gouvernance. Nous avons reçu plusieurs questions et Kim et Yann vont aborder celles-ci au fur et à mesure de leur échange. Donc, ils vont se tutoyer, je crois. Alors, ceci est nommé maintenant. Donc, l'entretien va durer environ 40 à 45 minutes. Alors, on devrait s'arrêter vers 12h15. Alors, sur ce, je vous laisse la parole à tous les deux. Merci encore. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Chantal. Merci, Kim. Ça me fait plaisir de te retrouver parce qu'on a déjà jasé un peu d'innovation et de gouvernance. Et puis, quand on réfléchit à cette question-là de gouvernance de l'innovation, on s'était dit tous les deux d'abord que c'est une question de gouvernance, hein, n'est-ce pas, quand on parlait de gouvernance de l'innovation et que, en fait, c'est quand même un enjeu quand on parle d'innovation et de gouvernance. C'est un enjeu qui est un peu complexe, puis dont les contours peuvent parfois être un peu flous. Bon, heureusement ou malheureusement, c'est selon, mais il reste que innover, hein, ça se positionne dans l'agenda des entreprises, des organisations comme étant un impératif stratégique. Et puis, pourquoi, à ton avis, est-ce que les conseils doivent s'intéresser à cette dimension-là? Écoutez, je pense que les dernières années là, ont réussi à convaincre ceux qui auraient peut-être pu l'être moins là, de l'importance de l'aborder au niveau des conseils d'administration.
ne serait-ce que pour assurer la pérennité des organisations. Puis on sait que ce devoir-là, devoir à la pérennité de l'organisation, c'est au cœur même des responsabilités du conseil d'administration. Alors, pour moi, c'est clair que c'est à ce niveau-là que ça commence. Et puis, on aurait pu penser par le passé que c'était réservé surtout pour les entreprises dont les modèles d'affaires dépendaient de la R&D. Mais les dernières années, la dernière année a été, pour moi, nous a aidé, en tout cas, à mieux saisir l'importance. Ça, c'est pour toutes les compagnies. C'est pas les organisations, qu'elles soient des compagnies publiques, privées, ou même des sociétés d'État ou parapubliques, peu importe, ne serait-ce que pour être capable de faire face à nos différents défis, l'évolution de l'environnement qui semble toujours s'accélérer. Alors, c'est pour cette raison-là, je pense qu'il est essentiel que l'innovation soit au cœur même des préoccupations des conseils d'administration. On parle toujours de l'innovation pour s'assurer que les entreprises demeurent concurrentielles ou à tout le moins pertinentes. Mais pour moi, c'est aussi dans la perspective de mieux gérer nos risques stratégiques dans les organisations, les environnements des organisations continuent d'évoluer à une vitesse effrénée. On l'a vu cette année, on s'est ramassé avec une crise financière qui s'est mise en place à une vitesse que personne n'aurait prévue, ne serait-ce que de parler que de ça. Ensuite, il y a tous les autres changements dans les contextes externes. Les pairs, nos concurrents, eux aussi, continuent d'avancer. Puis, on l'a encore vu cette année, les besoins des consommateurs qui sont desservis par toutes les organisations, y compris la mienne, évoluent et leurs pratiques évoluent. Et donc, on se doit de pouvoir suivre cette évolution-là. Pour moi, l'innovation, c'est la façon de l'aborder. Donc, ce n'est pas une question juste de faire plus dans les organisations, c'est vraiment une question de faire mieux. Dans un contexte, encore une fois, où on a souvent des capacités, des ressources qui sont limitées. Chez nous, à l'autorité, on a entamé une... Pardon, vas-y. Non, je disais que c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans le secteur public, puis j'allais justement te relancer sur l'autorité parce que se faire plus versus faire mieux, c'est une question qui doit se poser régulièrement. Puis en plus que dans le secteur public, il y a toujours la dimension d'innover pour encore mieux rencontrer les défis qui sont liés à son mandat. Puis c'est ça, je pense qu'à l'autorité, justement, vous avez quand même une certaine expérience en la matière. On a commencé à s'y... on n'a pas commencé, c'est faux de le dire de cette façon-là, mais on s'y est intéressé de façon spécifique, je dirais, en 2017. Puis dès là, on avait identifié des objectifs là, qui étaient assez fondamentaux, où il fallait innover pour mieux remplir notre mission, mieux répondre, donner une meilleure expérience client à nos clientèles chez nous. Ce sont soit les entreprises qu'on encadre, les institutions financières ou les consommateurs qu'on dessert. Alors, rehausser l'expérience client de ces différentes parties prenantes. C'était aussi essentiel, dès 2017, on avait dans le plan stratégique de l'époque identifié que notre environnement déjà évoluait à une grande vitesse. Alors, c'était pour mieux comprendre les changements qui s'opéraient sur les marchés. Et déjà là, l'écart qu'on entrevoyait avec l'innovation qui se développait sur le marché, transformation des modèles d'affaires de nos assujettis ou encore l'évolution dans les produits et services financiers. Alors, c'était nécessaire, même chez nous, à notre niveau, d'innover pour être capable de suivre tout ça. Et finalement, ne serait-ce que pour accroître notre agilité et notre performance dans la réalisation de nos différentes activités. Alors ça, c'était les objectifs qu'on s'était fixés en 2017 avec notre démarche. Mais ça, c'est intéressant justement parce que ça vient bien cadrer là où je voulais t'emmener. C'est-à-dire que est-ce que à l'aune justement de ton expérience en la matière et de ce que vous faites chez vous, est-ce que tu trouves qu'on parle suffisamment d'innovation au sein de nos conseils d'administration?
Parce qu'on dirait que parfois les conseils sont un peu, disons, hésitants ou les conseils, on voit qu'ils n'en parlent peut-être pas toujours spontanément, ou en tout cas, c'est une dimension qui reste au cœur de leur discussion, ou en tout cas de ce à quoi les conseils réfléchissent, mais qui est pas aussi facile à amener sur la table qu'un comité d'audit, par exemple. Non, exact. Bien, écoutez, c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que on n'est pas au cœur des délibérations, des conseils, mais je pense qu'à moins d'être une organisation, comme je disais tantôt, là, qui dépend de sa R&D pour évoluer, on peut penser que les conseils ne s'y attardent pas nécessairement de façon spécifique et structurée. On peut aussi penser, parce que en tout cas, c'était le cas dans les expériences personnelles que j'ai eues, qu'on va davantage s'intéresser au suivi de la stratégie organisationnelle ou opérationnelle, voir comment la croissance de l'organisation évolue, voir s'il n'y a pas des opportunités d'acquisition, tout ça, avant plus de s'intéresser à la gestion des personnes ou des risques ou même de l'innovation. Fait que ça, je pense que c'est encore probablement bien ancré dans les pratiques des conseils d'administration. Et quant à moi, je pense qu'il est temps qu'on s'y attarde de manière plus structurée. Puis, je partageais avec vous une étude récente qu'on a commandée à l'autorité sur la question dans le cadre de notre planification stratégique. Justement, là, en 2019, on réfléchissait là, justement à l'évolution de l'industrie qu'on encadre, notamment les institutions financières. Et parce que un de nos impératifs est de toujours s'adapter, adapter notre encadrement à l'évolution de cette transformation-là, on a commandé une étude sur la maturité moyenne de la transformation numérique des institutions financières au Québec. Cette étude a été publiée, les résultats de l'étude ont été publiés en 2020. Et pour ceux que ça intéresserait, c'est une étude qui a été réalisée par Deloitte, puis elle est disponible sur notre site Internet. Elle conclut qu'au Québec, les institutions financières, leur maturité moyenne est à peu près de 43 %, ce qui est à peu près 6 % en bas de la moyenne de leurs pairs à l'international, puis à peu près 10 % inférieur à la maturité moyenne des entreprises, tous secteurs confondus. Ces constats-là, évidemment, sont analysés sous différents axes de l'étude qui voyaient à mesurer là, la maturité au niveau de la stratégie, de l'approche client, de la culture, de la technologie, puis des opérations. Mais pour les fins de la discussion aujourd'hui, j'ai été repérer les recommandations qui s'inscrivaient en lien avec le développement de l'innovation dans ces institutions-là. Et le rapport identifie quand même des opportunités intéressantes et importantes à saisir par les institutions et leur conseil d'administration en matière d'innovation. Puis là, il y en a deux grandes. Ça s'articule autour de la première, qui est de s'assurer que la transformation numérique soit perçue comme un sujet stratégique et non seulement un impératif technologique, en structurant et en mesurant une approche pour le développement de l'innovation. Et la deuxième, c'est qu'on incite aussi les institutions à faciliter l'innovation en multipliant les opportunités de collaboration entre les équipes et le développement individuel. C'est intéressant parce que quand on lit l'étude, on voit que 9 institutions sur 10 estiment valoriser pourtant l'innovation dans le discours ou dans le message de la haute direction, mais on note des enjeux de mise en œuvre de ces stratégies-là ou de l'innovation avec un grand I dans les organisations, essentiellement autour d'un manque d'engagement des employés dans la démarche d'innovation, puis par la faible tolérance à l'erreur. Fait que c'est pas... c'est deux, puis on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais ce sont vraiment c'est pas propre à ce secteur-là. Je pense que ce sont des enjeux qui naturellement vont émerger dans les organisations. Et c'est pour ça que dans ce rapport-là, puis je pense que c'est de bonnes pratiques, c'est de recommander pour favoriser l'innovation, de savoir donner cette marge d'erreur-là, de définir la tolérance au risque des organisations,
puis de mettre en place des procédures et des mesures pour contribuer à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Fait que j'ai pris quelques minutes aujourd'hui pour vous parler de ça parce que je pense que c'est un exemple vraiment probant de l'importance que les conseils d'administration doivent accorder à la place de l'innovation, l'approche de l'innovation dans les organisations, sans quoi le risque de manquer le bateau est important. Dans ce cas-là, puis je vais arrêter là-dessus, mais on note que, puis ça, on le sait, là, avec la pandémie, c'est devenu encore plus évident, mais les habitudes de consommation de leur clientèle en ligne, c'est beaucoup accru. Et on perçoit déjà des menaces des GAFA de ce monde qui vont s'immiscer dans la distribution de ces produits et services-là et une ouverture de plus en plus grande des consommateurs d'adhérer à ces nouveaux modèles-là. Alors, c'est de là l'intérêt de nos institutions et de nos organisations de s'y pencher. Alors, c'était un exemple, en tout cas, que je trouve fort intéressant. C'est un excellent exemple, hein, effectivement. Ouais. Puis on voit que d'abord, l'arrivée des géants de la technologie, ça vient, puis de l'arrivée de la technologie en général, ça vient fondamentalement forcer à la fois des organisations publiques cotées en bourse ou publiques, du secteur public, des organisations privées, allant des PME aux OBNL, à se réinventer, puis à revoir justement leur modèle d'affaires. Puis quand on examine ça, on revient quand même à une dimension qu'on discutait d'entrée de jeu. En fait, il y a quand même une certaine timidité des conseils à aborder ces enjeux-là. Il y a certaines sources, par exemple, ou certaines entreprises ou organisations qui aiment essayer de socialiser les conseils en faisant soit des visites de site ou des genres de séminaires ou bref, des activités particulières. Mais il reste que les conseils restent quand même un peu timides face à cette dimension-là. Fait est-ce que tu penses qu'il y a des pistes d'explication? Bien, c'est difficile à dire, mais je pense que, puis là encore une fois, je me rabats sur mon expérience personnelle, je pense que un conseil d'administration va peut-être croire que la gestion de l'innovation est implicite avec l'exécution de la stratégie. Si on est pour essayer d'explorer des nouveaux créneaux ou d'aller chercher d'autres clientèles, bien, pour l'administrateur, peut-être que c'est clair que ça va passer par une réflexion sur nos façons de faire, on va essayer de faire mieux, Donc, ces processus-là sont peut-être, comme je disais, gérés de façon implicite dans l'organisation, puis moi, c'est une façon pour moi de m'expliquer cette timidité, comme tu dis. Sinon, ben, peut-être aussi la réserve de certains administrateurs par rapport à la perception que l'organisation est très timide par rapport au risque et n'a pas de marge ou d'une très grande tolérance au risque. Alors, peut-être que ça pourrait expliquer cette timidité-là. Puis, c'est peut-être aussi simple aussi parfois que l'administrateur se sent hors de sa zone de confort. On associe l'innovation à l'innovation technologique. D'abord, c'est toute l'innovation qui est technologique, loin de là. Je pense qu'on fait erreur quand on l'aborde juste uniquement sous la perspective de la technologie. Mais parlant d'innovation technologique, je pense qu'il faut un minimum de littératie numérique. Mais je pense que le rôle, puis ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'ailleurs des ateliers du collège dans le cadre de notre formation, mais l'important, c'est de poser des questions. On n'a pas besoin de connaître les réponses, mais il faut savoir poser des questions. Tu sais, cette année, par exemple, avec la pandémie, c'est qu'est-ce que ça change chez nous et quelles opportunités ça nous amène. Alors, parlons de transformation des habitudes de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Quelles opportunités, encore une fois, ça peut donner à l'organisation? Ça vaut aussi pour tout ce qui touche l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine. On ne s'attend pas à ce qu'un administrateur maîtrise nécessairement tout ça, mais on doit questionner l'organisation sur
il y en a-tu dans l'environnement? Est-ce que les clientèles desservies utilisent de l'intelligence artificielle? Est-ce que les concurrents dans l'environnement utilisent l'intelligence artificielle? Est-ce que chez nous, il y a une opportunité pour ça? On est assis sur des masses de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, c'est des questions qui sont pertinentes. T'sais. Après ça, est-ce que les données sont gouvernées? Est-ce qu'on a la capacité pour bien les utiliser? Comment on gouverne notre développement en milieu utilisateur? Comment on développe nos capacités dans l'organisation? Alors, pour moi, ce sont des questions, même si parfois on peut peut-être comme administrateur avoir des réserves parce qu'on n'est pas, on n'a pas la réponse à ces questions-là, mais ce sont des questions qui doivent être soulevées qui peuvent amener à ces discussions-là plus larges sur comment on aborde l'innovation dans l'organisation. Ah, c'est vrai que ça force, dans le fond, à réfléchir, hein, pas que l'innovation soit l'innovation sur le plan technologique, pas que l'innovation sur le plan produit ou service qui sont offerts, mais innovation aussi sur les types de marchés qu'on attaque ou la manière de les attaquer. Tu sais, on parlait des géants technologiques qui, eux, ont simplement redéfini un marché. Dans le fond, c'est une de leurs contributions importantes récentes. Mais est-ce que, justement, quand il y a des tendances comme ça qui nous frappent ou en tout cas qui arrivent parfois du champ gauche, parfois on s'y attend, mais elles nous forcent aussi à innover un peu sur le plan le plan social même ou le plan des processus. Donc, ça vient interroger plusieurs aspects simultanément des modèles d'affaires des entreprises, plusieurs aspects simultanément qui font appel à des compétences très diversifiées des administrateurs autour de la table. Et là, dans cette nébuleuse-là, on peut se poser la question, là, mais par où est-ce qu'on commence? On est membre de CA, on gouverne, entre guillemets, au meilleur de nos capacités, puis on veut créer de la valeur pour l'entité sur laquelle on siège. Mais par où est-ce qu'on commence dans une telle turbulence? Écoutez, il y a certainement différentes approches qu'un conseil peut prendre. Puis, on peut commencer avec un grand projet phare qui mobiliserait l'organisation. Mais moi, je pense que la façon la plus naturelle pour un conseil d'administration, peut-être la plus intuitive, c'est de l'aborder dans le cadre de sa planification stratégique. Mais je pense que peu importe le chemin, l'important, c'est que le conseil voit à ce qu'on crée dans l'organisation, développe en fait une capacité. Puis après ça, l'autre morceau, c'est qu'on développe une capacité de suivre. Qu'est-ce qui se fait? De mesurer qu'est-ce qui se fait. Puis là, j'en reviens toujours à l'exemple à l'autorité parce que je pense que le chemin parcouru peut donner des bonnes pistes de réflexion à d'autres organisations. Ce n'est pas parce qu'on est un régulateur puis notre business est vraiment différente que ça s'applique juste à nous. Mais comme je disais tantôt, nous, on l'a abordé. D'abord, c'était la première fois formellement dans le cadre du plan stratégique de 2017 où on s'était engagé à élaborer et déployer une stratégie de promotion de l'amélioration continue et de l'innovation visant, entre autres, la simplification de nos approches de travail et de nos processus de validation. C'est comme ça qu'on l'avait cadré dans le plan stratégique. En 2017, il y a une première stratégie sur l'innovation qui s'est mise en place à l'autorité. Il y en a une deuxième dont je vais vous parler là, si le temps le permet. Mais la première stratégie donc, a été mise en place en 2017, puis on était articulée autour de certains axes. D'abord, le premier axe, c'était qu'il n'y avait pas de trop petite innovation à l'autorité. Le deuxième, c'était que c'est une stratégie qui se voulait transversale, décentralisée, puis qu'on n'était pas pour changer nos structures, nos façons de faire dans l'organisation, qu'on cherchait à développer une approche transversale pour aborder le sujet, une approche qu'on avait axée 70-20-10, 70% des innovations qui se voulaient sectorielles, locales dans des équipes, 20% qui étaient plus larges, qui pouvaient toucher quelques secteurs, puis le 10%, ce qu'on visait, c'était quelque chose de transversal, applicable à toute l'organisation.
il fallait un autre des axes qui était dans cette stratégie-là, c'était l'importance de se développer une stratégie de communication interne pour promouvoir les réalisations. Les objectifs de rendement des employés avaient aussi été adaptés pour avoir une composante qui soit rattachée spécifiquement à l'innovation dans l'exécution de leurs tâches. On a mis sur pied il y avait déjà un comité de pilotage du plan stratégique. C'était ce comité-là qu'on a confié la tâche de prioriser des initiatives d'innovation qui seraient proposées en fonction de celles qui généraient le plus de valeur pour l'organisation. Puis on a aussi, c'est le côté fun de cette stratégie-là, on a créé un incubateur d'innovation à l'autorité. Donc, en 2017, là, quand même. Puis j'en profite juste pour préciser que moi, je suis arrivée à l'autorité un peu plus tard. Et puis là, je bénéficie évidemment de tout ce beau travail-là qui avait été le fruit de beaucoup de réflexions et du leadership du comité de direction de l'époque, dont Patrick Derry, qui est un étudiant au collège actuellement, qui était et qui est le parrain de l'innovation à l'autorité. Alors, c'était, donc, je vous parlais de l'incubateur. L'incubateur, c'était vraiment une façon nouvelle pour nous d'aborder de l'innovation avec des projets qui étaient identifiés en amont. On avait des participants à travers l'organisation, des profils différents qui étaient pour consacrer là, 5 ou 6 jours de leur temps pour participer à des sprints qui se produisaient hors site et puis des sprints qui voulaient là, développer des processus de travail courts, des itérations pour la clarification, l'idéation, les décisions, le prototypage sur le modèle du design thinking. On a eu deux beaux projets qui ont cheminé à travers l'incubateur. Les deux visaient à améliorer l'expérience client. Il y en a un qui visait précisément à améliorer nos processus de réception de plaintes à l'autorité. Les processus internes étaient complexes, alors ça a été l'opportunité de prendre un peu de recul, de repartir d'une page blanche et puis d'essayer de voir comment on pouvait améliorer l'expérience client, réduire les délais, les taux d'abandon, etc. Alors ça a été une première belle expérience. La deuxième, ça portait sur la refonte en profondeur du processus de production et puis de diffusion du bulletin d'autorité qui est notre médium pour communiquer tous les changements réglementaires, législatifs, etc. Puis est-ce que vous avez tiré des leçons justement de ces réalisations-là ou des éléments clés là, qui pourraient peut-être venir informer notre conversation? Oui, puis je pense qu'effectivement, il y a des leçons qui ont été tirées, puis je vous ai mentionné, c'est sur la base de ces leçons-là qu'on a développé ensuite. C'est la prochaine version de cette stratégie-là. Puis, quand on regarde les constats qui ont été faits, ils ne sont pas bien éloignés des constats qu'on voit dans d'autres organisations. Le premier, c'est qu'il faut dégager du temps pour faire de l'innovation. Et à moins de le faire de façon formelle, on n'aura pas les résultats escomptés. Le deuxième, ça a été, puis on n'est pas différent des autres organisations comme là-dessus ou des institutions financières dont on parlait tantôt, mais il faut clarifier la tolérance au risque de l'organisation quand on développe ou on veut s'embarquer dans une démarche de cette nature-là. Et pour nous, dès lors, on a vu que, bon, avec ça, le pendant de ça, c'est qu'il fallait développer des comportements de l'innovation. C'est quoi un comportement de l'innovation? Tu sais, je pense que c'est facile à imaginer. On est dans un régulateur où les comportements sont pas naturellement influencés par ça. Alors, ça a été quelque chose qu'on a identifié dans nos leçons, si on peut dire, de cette première stratégie-là. Il fallait se donner la capacité de suivre notre écosystème d'innovation avec des indicateurs et de développer, ça aussi, ça fait l'objet de beaucoup de travaux actuellement, mais de développer notre capacité, notre expertise pour répondre aux nouveaux défis
Puis j'en ai parlé un peu tantôt, mais en fonction du virage des données que nous, on a entamé à l'autorité et puis qui fait l'objet de travaux dans beaucoup d'organisations aussi. Donc, de se donner les capacités puis de bâtir notre expertise là-dessus. Et finalement, le dernier volet de recommandations qu'on avait tiré, c'est la mise sur pied d'un comité permanent pour soutenir tout ça. Je vous avais parlé qu'au départ, on ne voulait pas changer nos structures internes, la façon dont nos projets étaient généralement abordés, mais on a conclu qu'en dotant à tout le moins d'un comité de mise en œuvre qui pourrait aider avec l'exécution de cette stratégie-là, on pourrait se donner une chance ou améliorer nos chances de réussite. Oui, puis là, c'est ça, je t'écoutais parler, puis je me suis pris des petites notes, puis je me dis qu'une dominante là, derrière ces éléments-là, c'est en fait, ça me semble être un des gages de succès, ça semble être d'abord la cohérence, puis aussi l'alignement des incitatifs, donc en allant même jusqu'au niveau des équipes, des individus. Puis j'imagine aussi que ce genre de réflexion-là autour de la cohérence, ça vous a aidé à cheminer dans l'autre exemple que tu nous as mentionné en amont, parce que tu nous as dit qu'il y a une nouvelle planification là, qui est en train de se dérouler. Là. Non, non, tout à fait. C'est comme ça qu'effectivement, on a, sur la base de ce que je viens d'expliquer, et ça coïncidait avec une réflexion sur notre prochaine planification stratégique, on sentait qu'il y avait quand même un mouvement qui s'était mis en place dans l'organisation, mais que clairement, il fallait poursuivre nos efforts pour développer notre capacité de mettre en œuvre des innovations à l'autorité. Donc, avec la planification stratégique de 2021 qui sera lancée dans les prochaines semaines, je peux quand même vous dire donc, on a une primeur. Vous avez une primeur. Il y aura un objectif spécifique dans notre stratégie qui concerne la mise en œuvre, de continuer la mise en œuvre de nos virages en matière de culture, d'agilité et d'innovation à l'autorité, avec l'objectif de générer des gains d'efficience. Alors, nous, c'est vraiment cette trame de fond-là. Et la stratégie que je vous décrivais, oui? Non, c'est bon, vas-y. Je te voyais vouloir intervenir. Fait que la stratégie que je décrivais, là, la 1.0, on l'a fait évoluer vers la 2.0. Oui, c'est ça, c'est là que j'allais. C'est ça. Non, mais puis c'est là où on est en train là, de jeter les bases là, au moment où on se parle. Mais la première, puis ça va peut-être te faire sourire, le premier constat, je pense que la première base de cette stratégie-là, c'est que pour pouvoir innover, ben, je vous l'avais dit, on l'a dit, il faut dégager du temps. Alors, pour nous, c'est innover pour dégager du temps, pour innover, pour générer de la valeur à l'organisation. Alors, ça a été, puis je pense que ça frappe quand on le dit de cette façon-là, mais c'est très nécessaire de le faire. Ensuite, bien évidemment, on travaille à clarifier les zones de risque qu'on est prêt à prendre. Et de les communiquer plus clairement dans l'organisation. Puis ça, c'est pas une affaire simple. On n'est pas une business avec un chiffre d'affaires. On ne peut pas se dire qu'on est prêt à prendre un risque jusqu'à X%. C'est pas comme ça qu'on fonctionne chez nous. Alors ça, c'est quand même un défi intéressant. Mais on a quand même identifié quelques paramètres à cette fin-là. Et on est en train de mettre sur pied, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est en cours actuellement, un comité permanent, comme je faisais la référence tantôt, pour mettre en œuvre cette stratégie qu'on va appeler le groupe tactique de l'innovation. Et puis, c'est ça. Le groupe tactique, lui, sera, sa job sera de soutenir l'exécution des grandes orientations en donnant une capacité supplémentaire organisationnelle ou opérationnelle pour ça. Ce qu'on espère, c'est que ça nous permettra de générer une meilleure vision transversale de l'innovation à l'autorité, de nous aider à continuer de stimuler les comportements d'innovation dont je parlais tantôt. Et puis, la façon dont on a abordé ça, c'est une approche par tiers, où on aura le premier tiers, c'est de continuer justement à développer les comportements d'innovation dans l'organisation. Le deuxième, ce sera de supporter de façon concrète les initiatives qui sont transversales. Puis après ça,
de procurer un soutien à la pièce et aux besoins là, pour des initiatives d'innovation qui seront plus locales. Et tout ça, bien, je pense que, comme je disais tantôt, il faut se donner une capacité, mais après ça, il faut être capable de la suivre. Bien, on est en train de revoir les indicateurs là, qui pourront être utilisés là, pour justement mesurer l'évolution au niveau de l'organisation, puis avec une approche un peu différente au niveau de notre conseil d'administration également. Fait que ça vous donne une idée un peu de la façon dont on le fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ces approches, il y a beaucoup dans cette approche-là de pistes qui peuvent être pertinentes pour d'autres organisations. Non, puis en fait, juste le nom groupe tactique sur l'innovation, ça m'interpelle beaucoup parce qu'en fait, ça envoie un signal important d'abord d'agilité, je pense, à l'interne. Puis ce que je trouve intéressant aussi, dans le fond, dans l'exemple de l'autorité, c'est qu'on parle bon, de l'approche par tiers, puis surtout pas que d'indicateurs, mais d'indicateurs avec, j'imagine, une perception derrière qui a un certain écosystème. Fait que, tu sais, on sent que dans les exemples que tu nous as donnés, il y a une évolution, mais littéralement culturelle là, de l'organisation vers justement cette conscience de l'importance de l'innovation. Et puis, en fait, je serais tenté de te poser la question, ma foi, la question dans ce cas-ci qui est cruciale, je pense. Tu sais, quand on réfléchit en termes de gouvernance, en termes de conseil, puis là qu'on a justement l'innovation qui est autour de nous, puis qui est transversale, je pense que tu l'as très bien mentionné. Comment tu penses qu'une organisation peut se positionner pour essayer de développer cette culture-là de l'innovation, justement, qui inclurait, dans le fond, l'innovation, mais dans toute sa transversalité, dans tous les postes de l'organisation, pas que dans un département d'R&D ou dans une unité qu'on aurait créée à cette fin-là? C'est pas simple. Faire des changements de culture dans les organisations, on en a longuement parlé dans les cours du collège, mais c'est pas quelque chose qui est simple, qui est rapide, qui suit une ligne droite. Alors, je pense qu'au-delà de la perspective du conseil d'administration, des bonnes pratiques dont on parlait, de créer un espace de discussion et d'échange avec la haute direction sur l'approche d'innovation, sur les opportunités, connaître, comprendre les tendances autour de l'organisation pour avoir cette discussion-là après ça. Ce sont, pour moi, là, des pierres d'assises. Je pense que de la perspective du conseil, il faut vraiment que ces éléments-là soient en place. Tantôt, on parlait aussi, on avait fait une évaluation sur la maturité de la transformation numérique. Mais ça, la maturité d'innovation dans une organisation, ça se mesure. Et ça peut parfois donner des pistes intéressantes. Donc, il y a des pierres d'assises, comme je disais, qui peuvent être mises en place par le conseil. Mais au-delà de tout ça, comme tu dis, si la culture n'est pas là et ne suit pas, la plus belle stratégie n'aura pas les résultats escomptés. Et puis chez nous, parce que c'est quelque chose qu'on avait identifié, c'était des comportements qu'on considérait qui n'étaient peut-être pas innés chez nos employés. Bon, on s'est inscrit dans une démarche pour justement entreprendre avec eux ce virage culturel. On s'est fait accompagner par une firme qui nous a aidés à identifier des comportements. Donc, c'est une réflexion qui s'était faite en premier chef au niveau de l'équipe du comité de direction. Et après, sur les différents comportements qui avaient été identifiés, il y en avait 3 en innovation, il y en avait 3 en agilité. Il y a toute une série d'ateliers qui s'est mis en branle dans l'organisation par grand secteur, mais aussi par équipe. Et après ça, sur une base individuelle, pour essayer de voir concrètement comment ces différents comportements-là pouvaient être appliqués et si j'adoptais ce comportement-là, moi, personnellement, qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à ma façon de faire certaines choses. On a même été jusqu'à faire voter l'organisation sur le comportement à privilégier. Puis celui-là, pour la petite histoire, c'était celui qui est sorti, c'était celui de la réflexion, pour évaluer ce qui peut être remis en question dans la manière dont nous faisons les choses et dans un souci d'efficience.
Alors, ces exercices-là, ces ateliers-là ont été déployés sur quand même plusieurs mois. Après ça, pour aider nos gestionnaires, on a développé des coffres à outils avec des exemples de situations où les comportements avaient été mis de l'avant, des projets d'innovation qui en ont découlé pour pouvoir là, outiller là, notre grande équipe de gestionnaires là, à gérer ces attentes-là dans chacune de leurs équipes sur une base adaptée. Alors ça, moi, c'est une démarche dont je suis fière, mais comme je vous disais, c'est de longue haleine. Il faut la poursuivre. On se donne encore le prochain plan stratégique pour continuer de mettre en œuvre nos efforts pour mieux ancrer cette culture-là, ce changement, ce virage culture-là pour notre organisation. Puis, une des façons qu'on s'est donné de le suivre, ce virage culturel, c'est qu'on le mesure périodiquement dans nos sondages de mobilisation. On en fait un grand sondage périodiquement, là, aux 18-24 mois, où on mesure l'avancement de la perception des employés par rapport à la capacité d'organisation d'innover dans ces façons de faire. Fait que ça vous donne un petit portrait de la façon dont ça a été abordé chez nous. Encore une fois, je pense que ça peut être pertinent pour d'autres. Alors, j'espère que c'est utile. Mais c'est un portrait fascinant parce que moi, je retiens de façon très importante ce comportement-là de réflexion qui a été choisi puis qui a été déterminé parce que je pense que ça montre bien au fond que souvent on est très pris dans les opérations, on est très pris dans le jour à jour, même les décisions parfois à la minute, hein, en cette ère de Zoom It où tout le monde est sur Internet et dans ses modules de visio, puis on passe d'une conférence à l'autre sans réfléchir. Mais le fait de se donner une capacité comme organisation pour prendre un pas en arrière, puis se dire attention, là, on va valoriser ce comportement de réflexion-là pour justement bien mettre en place, bien mettre la table pour l'innovation, pour les comportements innovants, puis justement les comportements qui sont recherchés. Ça, je pense que c'est une contribution très intéressante au débat d'aujourd'hui. Mais tant mieux si ça peut être utile. Mais c'est un sujet qui nous tient bien à cœur, en tout cas. Puis moi, en fait, ce que j'aime de ce que tu as partagé avec nous, c'est qu'en fait, l'innovation, puis surtout quand on cherche à gouverner cette innovation-là, je ne pense pas qu'on soit dans une dynamique de checklist. Hein. On n'est pas dans une dynamique où on a une liste de contrôle, puis bon, on décide qu'on part avec cette liste-là, puis bon, la question de l'innovation va s'auto-réguler elle-même. En fait, je pense que derrière ce que tu nous as mentionné comme expérience, ben, il y a l'idée aussi que c'est plus de comprendre qu'il y a des processus qui sont intégrés dans une espèce d'écosystème organisationnel, hein, donc avec l'entreprise elle-même, mais aussi avec des partenaires autour. Puis, ça ne nous dispense pas, cependant, hein, de mettre quand même certains mécanismes en place pour s'assurer qu'on atteigne nos objectifs ou même, comme tu le mentionnais, qu'on le discute, qu'on trouve notre zone de confort, même par rapport, j'imagine, à certains risques hein, qui peuvent émerger de cette démarche-là, parce qu'on sait comment on commence quand on parle d'innovation, mais on ne sait pas toujours l'échelle des changements où ça peut nous amener. Et puis, je pense aussi que quand on regarde, puis je pense une chose importante que je retiens aussi, c'est toujours le lien de vos initiatives. Je pense à l'autorité en matière d'innovation, mais le lien avec vos objectifs stratégiques aussi. Donc, le fait qu'il y ait un lien entre les deux, je pense que ça garde la cohérence de la démarche, puis ça contribue peut-être au positionnement aussi de l'organisation qui est assez innovateur en lui-même. Bien, merci. C'est effectivement une des façons, comme je le disais, puis on se ramène à la base, on est dans un contexte, puis c'est vrai chez nous, mais encore une fois, je pense que c'est vrai pour toutes les organisations, les contextes évoluent, nos responsabilités augmentent, les mandats qu'on nous confie s'ajoutent, on a quand même une capacité qui est limitée, donc comment faire mieux? Bien, chez nous, c'est pour ça que cet angle-là, c'est pas pour se démarquer de la concurrence, mais c'est comment faire mieux, comment être plus efficient. Et puis ça, c'est un besoin qui est bien senti. C'est pas juste un good to have, comme on dit en bon français.
Ah, mais génial. Mais écoute, je pense que malheureusement, on va se faire rappeler à l'ordre par Chantal, mais je voulais juste prendre le temps de te remercier, en fait, d'avoir partagé l'expérience de l'autorité avec nous, parce que je pense que c'est une excellente illustration de comment on peut gouverner cette innovation-là. Puis, tu sais, cette transversalité-là que tu nous as mentionnée, la cohérence avec la stratégie, on y revient, mais aussi, je pense que la dimension culturelle qui nous amène aussi à bien apprécier, bien jauger, bien gérer le risque qui peut être associé avec ce type de démarche-là, parce que c'est une démarche qui est quand même importante pour l'organisation et son ADN, là. Et puis là, bon, je ne parle pas que de l'AMF, mais je parle en général dans les organisations. Lorsqu'on va dans cette direction-là, c'est parce qu'on a des objectifs stratégiques, puis innover, c'est séduisant, c'est intéressant, mais aussi c'est une démarche qui se gouverne autant qu'on la vit. Donc, merci de ta générosité et d'avoir partagé ces expériences-là avec nous. C'est très, très apprécié et surtout fort intéressant, même pour moi quand je mets mon chapeau de professeur, là, je prenais des notes quand tu parlais. C'est gentil. Merci. Effectivement, j'ai le rôle ingrat de mettre un terme, et merci infiniment à vous deux. C'était vraiment intéressant. Kim les partage. J'ai pris aussi beaucoup de notes, beaucoup de choses qui peuvent atterrir dans des organisations, notamment où la culture de l'innovation n'est pas présente. Beaucoup de pistes pour essayer de l'amener. Vraiment très, très, très apprécié. Merci pour votre temps à tous les deux. Je vous invite évidemment, chacun d'entre vous, au prochain dossier qui sera sur la diversité, un texte de Hélène Lee-Gosselin le 24 février prochain. Et d'ici là, continuez, comme toujours, à faire une si belle différence dans vos organisations. À bientôt.